Bonjour, bienvenue pour cette formation FOMECAF. Certains me connaissent, on a eu l'occasion de se rencontrer à Lemay lors des 4 éditions des grandes rencontres du FOMECAF. C'est un privilège de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous transmettre une partie de mon expérience, une partie aussi d'un enseignement que je dispense dans différents lieux, notamment dans le cadre d'églises ici en Suisse romande. Alors, le sujet aujourd'hui de notre formation, c'est l'écriture journalistique, un travail de presse écrite. Mon nom est Serge Carrel, j'ai moi-même eu l'occasion de m'occuper d'un journal d'église, de travailler aussi en radio, sur la radio de service public dans le cadre des émissions religieuses en Suisse romande. J'ai aussi fait un petit peu de TV et maintenant je suis à 50% animateur, journaliste sur une radio DAB+, en Suisse romande qui s'appelle Radio Air. Donc on va parler aujourd'hui de l'écriture journalistique et je vais dans cette première conférence vous parler des caractéristiques de l'écriture journalistique. Alors le premier point que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que, vous le savez, en tant que journaliste, on aime aller droit au but. Ça choque parfois. C'est vrai que si on se réfère un peu à la conversation habituelle qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, on a toujours besoin de préliminaires, on se salue, on demande comment ça va, on demande comment va la famille. Et c'est vrai que si on ne se connaît pas trop, il faudra passablement de temps pour qu'on arrive quelque part à découvrir quelque chose de particulier, de neuf, dans la vie et dans le vécu d'une personne donnée. Et si la confiance n'est pas là, c'est vrai qu'on aura quelques difficultés à se livrer. Les activités journalistiques d'écriture, de compte-rendu, de manifestations, de portraits de personnes sont marquées par une chose, la nouveauté, et par le souci quelque part d'aller droit au but. Alors comment est-ce que lorsqu'on déploie une activité journalistique, comment est-ce qu'on parvient à aller droit au but ? C'est tout simple. Il s'agit de se poser une question, et cette question c'est « quoi de neuf ?» Quoi de neuf ? Finalement, si vous êtes journaliste politique et vous avez à analyser le discours que telle ou telle personne a tenu récemment, la question c'est « quoi de neuf ?» dans le propos qui a été développé par cette personne politique. Et si vous êtes journaliste économique et que vous apprenez que telle ou telle société a été rachetée par une autre, on est toujours dans la même dynamique à se demander mais quoi de neuf ? Et c'est vraiment dans l'activité journalistique ce qui va piloter notre investigation, ce qui va piloter aussi notre rédaction. Si vous êtes un journaliste impliqué dans des médias d'église ou sur une radio ou dans un média, dans un journal chrétien, par rapport à tout sujet que vous abordez, il est important de se demander quoi de neuf par rapport à cette réalité que vous êtes en train de présenter. Et ce qui est important, c'est que cette réponse à cette question « quoi de neuf ?» elle ne se construit pas dans le bleu, elle est dépendante du profil du média pour lequel, ou du journal pour lequel vous travaillez, et surtout aussi des gens auxquels vous vous adressez. S'agit-il d'un public chrétien, d'un public de gens convaincus par votre démarche journalistique et quelque part l'orientation de votre journal, ou s'agit-il d'un public beaucoup plus vaste auquel vous allez devoir présenter davantage un peu les tenants et les aboutissants de cette question « quoi de neuf ?» Alors, j'aime bien encourager les personnes qui suivent de telles formations à se livrer à des petits exercices pratiques. J'en ai un ici qui est téléchargeable via le fichier PDF qui est joint à cette émission. Ce petit exercice, c'est un peu une perle, vous savez, de ces articles de journaux que l'on retrouve parfois dans des journaux qui ne sont pas mainstream comme Le Temps, mais des journaux où il y a plus des amateurs qui écrivent. Et ce petit article en soirée avec la fanfare, est assez exemplaire de ce que
voilà, cette personne qui a écrit ce papier, eh bien, ne s'est pas posé la question « quoi de neuf ?» Donc, je vous donne quelques instants, téléchargez ce PDF et puis essayez de lire ce petit article et puis on se retrouve juste après pour un débriefing, pour un corrigé. Alors, vous avez eu l'occasion de parcourir ce petit article, vous êtes fait toute une série de réflexions, vous vous êtes peut-être demandé comment est-ce que cette personne répondait à la question « quoi de neuf ?» et peut-être où se trouvait finalement l'information essentielle de ce papier. Alors, si vous le parcourez, vous vous rendez compte que, voilà, en Suisse, il y a régulièrement dans des petits journaux régionaux une société locale, en l'occurrence la fanfare du village, la société de musique Écho des montagnes en l'occurrence, qui souhaite annoncer le fait qu'elle organise une soirée et puis elle aimerait que le journal local s'y associe en proposant un minimum d'informations. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on regarde ce petit papier et qu'on se demande mais quoi de neuf dans ce contexte-là, on se rend compte que l'essentiel de l'info vient très très tard dans la deuxième colonne à la troisième et quatrième ligne, ou quatrième et cinquième plutôt, ce prochain samedi 27 janvier à 20h au local de gymnastique. Donc la fanfare locale dispense une soirée où elle invite la population à venir y assister. Donc, ce qui est important de réaliser là, c'est que, bon, a priori, à moins qu'on soit vraiment un fan de cette fanfare, on va peut-être lire l'intégralité de l'article. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de fanfare, donc c'est vrai que, voilà, après 3 lignes de lecture, je vais me dire, mais je n'ai aucun intérêt à lire ce papier et je vais passer plus loin, pour autant que, voilà, je m'y sois lancé. Et finalement, je n'aurais pas obtenu ou je n'aurais pas été pénétré par l'information essentielle qui devait être transmise, le fait que le 27 janvier à 20h, au local de gymnastique du hameau, la fanfare Écho des montagnes donne un concert. Donc vous voyez, finalement, du point de vue de l'efficacité de la communication, le fait de se demander quoi de neuf est vraiment important. Ça permet de structurer sa pensée et puis en même temps de se dire, l'information, vu que voilà, les gens qui lisent ne vont pas nécessairement lire un article jusqu'au bout, l'information essentielle, il est important de la mettre le plus rapidement possible en début d'article. Voilà, on passe à une deuxième caractéristique de l'écriture journalistique maintenant. Cette caractéristique, c'est le souci de la clarté de l'information transmise. Alors, lorsque vous répondez à la question « quoi de neuf ?», il importe de formuler la nouveauté. Et peut-être que la meilleure façon, en tout cas c'est ce qu'on enseigne dans les écoles du journalisme, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de répondre aux 6 questions journalistiques suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Alors, dans un journal, si vous prenez par exemple des petites nouvelles qui sont imprimées, comme dans ce journal Le Temps, si on prend par exemple des brèves, on est frappé de voir comme dans ce journal, finalement, chaque fois, il y a une construction qui se fait. Vous avez par exemple là une petite, en bref, une brève sur une situation au Yémen ou sur, par exemple, ce qui se passe en Allemagne avec le SPD, le Parti social-démocrate. Et on voit que une autre news, là, en lien avec le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, et on se rend compte qu'il y a chaque fois une structuration de ces brèves qui se construit en reprenant qui, quoi, où, quand, le comment et le pourquoi étant laissés souvent à des articles beaucoup plus longs qui permettent des explications à la fois sur la manière dont les choses se déroulent, mais aussi sur les raisons qui président au développement de cet événement.
Alors, essayons de reprendre un peu chacune de ces 6 questions journalistiques. Donc, qui? Ben voilà, la question, c'est celle de l'acteur. Quel est l'acteur principal de l'action? Ça peut être un homme, un événement, une manifestation, hein. Ça peut être aussi un fait, ça peut être aussi une société. Donc ça, dans sa tête, c'est toujours important d'essayer de le percevoir, qui est à l'origine de l'action. Ensuite, deuxième question, quoi? Au travers d'un verbe, il importe de rendre compte de l'action de l'acteur principal. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il mis en place de concret? Qu'est-ce qui fait qu'il crée quelque chose de neuf dans une situation donnée? Troisième question, où? Dans quel endroit se déroule l'action? C'est toujours important, ça permet voilà, d'intéresser aussi un certain public, particulièrement préoccupé de la situation d'un pays donné, d'une ville ou d'une région particulière. Pays, localité, établissement, église aussi. Quatrième question, quand? Il importe toujours de préciser le moment où se déroule l'action dont on parle. Ça, voilà. Ces 4 questions permettent de réaliser, de rédiger très facilement une brève. Après, les 2 questions suivantes, comment? Il importe de répondre voilà, à la question des moyens qui ont permis l'action ou de la façon dont cette action a été mise en place et le pourquoi, en final, permet de répondre à des questions comme les causes de l'événement, comme les raisons qui y ont conduit, et comme les objectifs aussi qui sont poursuivis par l'acteur de cette action. Alors, cet exercice pratique peut être mené dans la phase préparatoire de l'écriture journalistique. Il permet quelque part de rédiger en une phrase le fait brut autour duquel on va écrire son article. Et là, je vous propose un deuxième petit exercice pratique. Il est aussi magnifique, c'est une perle qui est dispensée dans les écoles journalistiques. Ce petit article s'intitule « Du tableau noir » avec 3 petits points, tout étant dans les 3 petits points. Je vous invite donc à prendre cet article sur le PDF que vous avez téléchargé, à le lire et puis à vous poser la question « Comment cet article répond-il à la question quoi de neuf ?» Et si vous aviez, deuxième question, à le réécrire, que pourraient vous apporter les 6 questions journalistiques que je rappelle? Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi? Je vous laisse quelques instants pour voilà, vaquer à cette activité et lire ce petit papier. Voilà, on reprend suite à cet exercice. Alors, ce qui est intéressant, vous en conviendrez, c'est que cet article, une fois de plus, ne mentionne pas l'information essentielle en tête. Hein, ça, c'est vraiment dommageable. Et voilà, il faut attendre le début du 3e paragraphe pour l'obtenir. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas très intéressé par les 2 premiers paragraphes, vous avez depuis longtemps décroché et vous avez manqué l'information essentielle, le fait que M. Robert Nicole expose 57 aquarelles à la Galerie de l'Hôpital jusqu'au 23 février. Donc voilà, c'est vrai que le fait par rapport à une information en lien avec une exposition dans une galerie, le fait de se poser la question qui, quoi, où et quand, Robert Nicole expose quoi 57 aquarelles où à la galerie de l'hôpital jusqu'au 23 février. Vous avez au travers des 4 questions journalistique première, vous avez l'occasion d'avoir cerné de près ce qu'était l'information essentielle à transmettre dans un petit article comme celui-là. Donc voilà, 2 exemples qu'on vient de voir de choses qu'il importe d'éviter, des choses à ne pas faire. Voilà, je vous propose d'avancer, on passe au point suivant, transmettre un message essentiel. C'est vrai que ça, c'est aussi une caractéristique de ce qu'est l'écriture journalistique, elle cherche à transmettre un message essentiel. Et là, je vous propose, voilà, vous mettez dans la situation, vous avez à écrire un papier, souvent il y a un peu de stress au moment de la feuille blanche ou de l'écran blanc, on se demande bien ce qu'on va pouvoir rédiger. Dans cet instant un peu de réflexion que vous avez, poursuivez-le un petit peu en vous disant, avant de vous lancer directement dans la rédaction de l'article,
vous vous extrayez de votre stress et vous prenez quelques secondes de tranquillité et vous vous dites, mais quel est le message essentiel que je vais transmettre au travers de cet article ? Alors vous avez participé à une conférence de presse, vous avez peut-être participé à une assemblée générale d'une association, et vous êtes submergé, voire complètement noyé par la masse d'informations qui vous ont été transmises au travers de cet événement. Vous avez peut-être un dossier de presse, vous avez des notes que vous avez prises lors de l'événement. Donc, dans un contexte comme celui-là, vous êtes un petit peu en difficulté. Vous devez vous dire, mais finalement, qu'est-ce que je garde de ce foisonnement d'informations, de notes récoltées ? Quel est le message essentiel que je vais transmettre à mes lecteurs ? Si vous avez à rédiger un article sur un fait d'actualité, les 6 questions journalistiques vont vous aider à formuler votre message essentiel. Je les rappelle, juste pour que cela vous marque, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Si vous avez à écrire un article de synthèse, une prise de position, un reportage, il faut aussi prendre le temps, non pas de poser les 6 questions, mais plutôt en 2 phrases, de tenter d'écrire ce qui, à vos yeux, constitue le message essentiel à transmettre. Alors, voyez un petit peu la démarche. Vous vous êtes peut-être déjà trouvé dans une configuration semblable. Je vous propose un petit exercice pratique à nouveau. Le grand boom du trafic, c'est vraiment une perle que je trouve tout à fait remarquable. On peut imaginer qu'on a là peut-être les premiers papiers d'un pigiste qui a été envoyé à une assemblée générale de la société de transport Nyon-Saint-Cergue-Moret, donc c'est dans le canton de Vaud. Et puis cette personne, a pris des notes, a fait remarquablement son travail, mais finalement, le résultat est un peu surprenant et c'est même parfois assez humoristique que de parcourir un tel papier. Alors, je vous propose, comme on l'a fait les 2 fois précédentes, de prendre un moment maintenant pour le télécharger, le lire, cet article, et puis je vous reviens derrière avec quelques remarques, mini corrigées. Voilà, à vous de jouer. Alors, en parcourant cet article, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est question, dans le titre en tout cas, d'un grand boom du trafic. Donc on pourrait imaginer que l'Assemblée générale de cette société, chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Moret, a connu pendant l'année où cet article a été, ou juste l'année d'après où cet article a été écrit, le trafic de cette compagnie de chemin de fer a connu un boom extraordinaire. Alors, lorsqu'on lit l'article de manière soigneuse, on se rend compte que finalement il y a eu boom du trafic durant une toute petite partie de l'année, les 2 derniers mois, novembre et décembre. On ne sait pas très bien de combien, sur l'ensemble de l'année, il y a eu boom du trafic ou pas. Finalement, on se rend compte aussi que la personne qui a assisté à cette assemblée générale n'est pas très très sûre du boom du trafic qui a eu lieu sur l'intégralité de l'année. Elle est un peu hésitante. Donc, finalement, elle n'a pas fixé ce qu'était vraiment le message essentiel à transmettre aux lecteurs d'un journal régional qui est intéressé à savoir ce qui y va du moyen de transport qu'il ou elle utilise très régulièrement. Donc il n'y a manifestement pas de message essentiel. Je souligne juste un peu la légende de la photo qui est tout à fait extraordinaire. L'augmentation du trafic passager correspond aussi à l'arrivée du sexe féminin aux commandes. Donc il y a manifestement des femmes qui sont devenues mécaniciens et puis qui, quelque part, généraient une augmentation du trafic cette année-là. Avouez que c'est un peu curieux, ou peut-être que la personne qui a mis en page
cet article s'est dit là, il y a peut-être de quoi montrer un petit regard décalé sur le contenu du papier. Toujours est-il que, voilà, élaborer un message essentiel est vraiment important, surtout lorsque l'on croule sous la masse des informations. Et finalement, le problème aussi avec cet article, c'est qu'il aligne toute une série d'éléments de cette Assemblée générale sans opérer véritablement de tri, donc on n'a pas de message essentiel. Et une des techniques pour essayer de bien gérer cet amas d'informations, c'est soit de mettre des petits encadrés. Donc là, on pourrait avoir un petit encadré autour de l'histoire savoureuse de ce monsieur Louis Duboulay. Et voilà, on pourrait juste signaler ce qui s'est passé, qu'il a cédé un coin de terrain de ses terres, etc. Et puis qu'il ne l'a pas vendu. Voilà. Il y a une jolie petite story là, à essayer de développer. Et s'il y a d'autres informations importantes, on peut aussi les mettre dans un petit encadré en bref, en disant, voilà, cette assemblée générale a communiqué telle ou telle chose, et on le liste avec quelques pastilles. Et ça permet à l'intégralité de l'information de cette assemblée générale d'être transmise aux lecteurs du journal, du quotidien de cette région. Donc vous vous rappelez, on a eu l'occasion de voir que l'écriture journalistique est marquée par le souci d'aller droit au but, c'était notre premier point. Le deuxième, l'écriture journalistique a le souci de la clarté de l'information transmise. Troisième, caractéristique, l'écriture journalistique cherche à transmettre un message essentiel. Je vous propose maintenant un quatrième point, l'écriture journalistique élabore un angle. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, parler d'un angle en matière journalistique, mais vous allez comprendre assez rapidement de quoi il en retourne. Lorsqu'on fait du journalisme, il est important d'avoir à l'esprit qu'on n'est pas en train d'écrire une thèse de doctorat de 500 pages. On écrit parfois c'est 3000, 2000, 4000, 6000 signes, tout compris. Donc finalement, on ne va pas pouvoir, sur une question donnée, développer l'intégralité du propos. On doit vraiment se focaliser sur quelque chose de particulier, notamment, bien entendu, en répondant à la question « quoi de neuf ?» Donc, il y a, face à la masse des informations dont on dispose, il y a un choix à opérer, et ce choix qui s'opère s'appelle en langage journalistique, ce choix s'appelle un angle. L'ensemble d'un article doit être orienté dans une direction déterminée et précise. Alors pour choisir un angle, la règle générale est simple, il faut se méfier du général, de la grande exposition des tenants et des aboutissants d'un événement. Il faut essayer de réduire le champ pour être à la fois le plus original possible, le plus dans l'actualité possible, le plus pertinent, le plus complet et aussi le plus concret et le plus adapté à son public. Et c'est ainsi seulement que l'on parviendra à capter l'attention de notre public. Le choix de langue se refait parfois à plusieurs étapes de l'activité journalistique, à plusieurs moments de l'écriture ou de l'enquête que l'on est en train de nommer. Il se fait une première fois avant le recueil de l'information. Ça vaut la peine lorsqu'on va à une conférence de presse, lorsqu'on participe à une assemblée générale par exemple, bien entendu, de se préparer et puis de se dire, mais finalement, le grand public par rapport à telle ou telle entité, qu'est-ce qu'il aimerait savoir sur ce qui s'est passé pendant l'année écoulée, qu'est-ce qu'il aimerait savoir de cet événement. Et c'est vrai que ça vous contraint quelque part en tant que journaliste prévoyant à réfléchir, à passer 1 heure ou 2 peut-être à vous documenter, à aller voir sur Internet l'information en lien avec l'événement que vous allez suivre. Lire le dossier de presse avant une assemblée générale d'une société, c'est toujours vivement conseillé, ça vous permet d'arriver beaucoup plus affûté en conférence de presse. Et vous pouvez toujours aussi vous poser la question qui s'impose, qu'est-ce que je veux décrire de cette situation ou de cet événement? À travers quel aspect ai-je le plus de chances de donner une vue exacte des choses que je vais présenter? Alors, un petit fait journalistique qui m'est arrivé alors que je travaillais comme journaliste radio à la RTS, il y a de ça maintenant pas mal d'années. Il y avait un grand événement qui devait rassembler des chrétiens
à Berne, c'était au Stade de Suisse, donc vous voyez, il devait y avoir, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais entre 10 et 20 000 personnes qui s'étaient rassemblées là de toute la Suisse, et on avait décidé, dans le cadre des émissions religieuses, qui à l'époque, et puis qui encore aujourd'hui, sont diffusées le dimanche soir, en tout cas 1 heure d'information, on avait décidé, alors que l'événement se déroulait le jour même, on avait décidé d'avoir ce sujet-là comme thématique principale de notre heure d'information et de reportage. Donc, on aurait pu imaginer arriver sur place avec son micro ou son carnet de notes, prendre des notes et rentrer à la rédaction, rentrer à la radio et puis dire, ben voilà, c'est ce que j'ai vu, puis on a quelques sons d'ambiance comme ça qui nous permettent un peu de percevoir de manière assez immédiate ce qui s'était passé pendant cette journée. Alors, on était en équipe à préparer cet événement, et finalement, en compulsant la documentation qui nous avait été remise préalablement, on s'est rendu compte que c'était un événement qui, quelque part, tentait d'associer les communes. Donc voilà, les entités politiques les plus petites de Suisse, et qu'il y aurait, dans le cadre de cette journée, un défilé des drapeaux, si possible, de toutes les communes de Suisse. Alors, en discutant avec un collègue, on en était arrivé à se dire que finalement, l'angle que nous pouvions et que nous avions à choisir était celui d'une personne qui va, dans sa commune, chercher le drapeau de la commune, qui l'emballe, qui prend aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir défiler avec lui, et puis après, qui va à Berne, au Stade de Suisse, et qui va quelque part défiler avec ce drapeau sur le stade de foot. Et l'idée, c'était de suivre cette personne du moment où elle va chercher. C'était moi qui avais fait ce début de reportage. On était allé dans la salle, une des salles communales, ça devait même être la salle de la municipalité, donc de l'exécutif de ce village. Et puis, le drapeau était derrière une vitre et tout. On avait ouvert la vitre, on avait sorti le drapeau, on l'avait emballé, on avait pris de quoi le tenir, etc. Et finalement, chaque fois, c'était l'occasion de poser quelques questions à cette personne. Qu'est-ce que ça lui fait de partir à Berne avec le drapeau? Vous voyez un peu le type de questions qu'on peut poser dans ces circonstances-là. Donc on avait un angle spécifique qui était quelque part de suivre l'événement au travers du vécu de cette personne d'un village donné qui va chercher le drapeau de sa commune pour l'emmener à Berne et pour défiler en tant que chrétien sur la pelouse du Stade de Suisse. Mais vous imaginez bien que cela, ça ne se fait pas vite fait sur le gaz à 10h moins quart, juste avant que l'événement commence. Moi, j'avais dû aller pendant la semaine qui précédait avec cette personne dans son village, aller demander les autorisations pour aller dans la salle de la municipalité et tout. Il y avait donc tout un préparatif à mettre en place et qui finalement donnait un éclairage assez original au reportage que nous avions présenté lors de cette émission haute fréquence en l'occurrence. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, toutes sortes de journaux doivent travailler de manière très précise ce que sont leurs angles. On peut prendre, dans un tout autre domaine, le journal L'Équipe. Lorsque l'équipe de France, par exemple, joue contre telle ou telle autre équipe, vous regardez L'Équipe le lendemain du match, vous êtes surpris de voir tout ce que ce journal a encore à dire à propos de l'événement. Alors souvent, on pense que le simple fait d'avoir regardé le match à la télévision suffit. Eh bien non, l'équipe vient derrière, ne peut pas se contenter de re-raconter le match. Les fans de foot auront tous regardé, si c'est un match important de la France, ils auront tous pris le temps de regarder le match, de s'installer dans leur canapé et de suivre l'événement. Donc l'équipe doit faire preuve d'imagination pour essayer de proposer toute une série d'angles à ses lecteurs pour, quelque part, leur permettre d'acquérir des informations supplémentaires qu'ils n'auront pas glanées lors de la diffusion
du match à la TV. Alors, il y a par exemple le film du match, de manière très brève, avec voilà, le minutage, et on voit ce qui s'est passé à tel ou tel événement, à tel ou tel moment, quel fait saillant est intervenu. Il y a une analyse, par exemple, un autre angle, ça peut être dans un encadré, quelles sont les tactiques des deux équipes. On peut aussi imaginer, par exemple, avec une jolie photo, un encadré, avec les portraits des joueurs qui ont vraiment crevé l'écran lors de cette soirée. On peut aussi imaginer de percevoir ce qu'ont été les duels entre deux personnalités, deux joueurs de foot capés sur le terrain et de voir comment est-ce que ça s'est présenté. On peut aussi avoir un autre encadré, donc un autre angle sur une analyse de l'arbitrage. On peut multiplier les entrées possibles, le match vu de derrière la cage du gardien de l'équipe de France ou de l'équipe à laquelle l'équipe de France s'oppose. On peut aussi envoyer un journaliste s'installer parmi les supporters et voir le match à partir de la tribune de telle ou telle équipe de supporters. On peut aussi faire le portrait d'un fan inconditionnel de l'équipe et de voir les émotions, de décrire les émotions par lesquelles il est passé tout au long de la soirée. On peut aussi, si tant est que ce soit possible, parler de l'ambiance dans les vestiaires à l'issue du match. On peut aussi parler de l'avenir de l'équipe. Voilà, elle a remporté ce match et qu'est-ce qui va advenir pour la qualification future dans tel ou tel championnat. Mais tout cela, il faut avoir à l'esprit, tout cela lorsqu'on a à choisir un angle par rapport à un traitement journalistique d'une information, tout cela se prépare à l'avance. On n'arrive pas au match les doigts de pied en éventail avec sa plume et son bloc-notes. On va écrire d'abord ce sur quoi on va écrire. On va réfléchir, souvent en équipe lorsqu'on a ce privilège, mais aussi à titre personnel, lorsqu'on est plus freelance, eh bien, on va prendre du temps pour réfléchir un peu à la manière dont on va aborder un événement. On va réfléchir à la manière, à l'angle que l'on va vraiment choisir. Et c'est vrai que plus cet angle sera original, alors il doit toujours être accompagné d'un descriptif de l'essentiel pour les gens qui n'auraient pas suivi l'événement, mais si on reprend l'exemple de l'équipe, plus l'angle sera original, plus il aura de chances d'intéresser des gens qui en savent déjà beaucoup sur le sujet en question. Donc là, le journaliste pro ou en herbe se doit de faire preuve d'originalité. Alors, j'aimerais vous proposer un petit exercice pratique. Alors, il n'y a pas de support à cet exercice, mais simplement, vous prenez quelques minutes et vous vous mettez dans la situation suivante. Vous assistez au couronnement du nouveau monarque d'Angleterre ou du Royaume-Uni. Pour un quotidien de votre pays, le rédacteur en chef vous confie une pleine page pour couvrir l'événement. Alors, trouvez 4 angles qui pourront donner un article principal et 3 encadrés originaux. Donc voilà, prenez maintenant quelques instants, c'est à vous de jouer. Voilà, on reprend notre parcours en regardant maintenant un peu comment est-ce que l'écriture journalistique peut se révéler originale. Et le point 5, là, c'est l'écriture journalistique qui travaille à partir de différentes sortes de plans. Donc on s'est posé la question « Quoi de neuf ?» On a répondu aux 6 questions journalistiques. On a mis par écrit le message essentiel de ce qu'on aimerait transmettre au travers de notre article. On a déterminé l'angle de son papier. Avant de passer à l'écriture proprement dite, il importe de rédiger un plan, en tout cas de réfléchir à la manière dont on pourrait construire ce que l'on va transmettre. Et souvent, le saut de cette étape est la cause de difficultés, de désastres, des articles qui se révèlent confus, qui sont souvent enchevêtrés, pas très clairs, et le lecteur ne sait plus très bien où il se trouve. Il se décourage même parfois lors de la lecture. Alors, pour bien passer, votre propos doit être structuré, et il y a là quelques ficelles
que l'on peut acquérir et qui nous permettent, dans certaines situations, de pouvoir bénéficier d'une sorte d'échafaudage qui va nous permettre d'écrire notre papier. Alors, 3 remarques préalables. Tout d'abord, le fait qu'il importe d'oublier la dissertation. Souvent, on a appris à l'école, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été biberonné dans mes rédactions, mais ça se fait encore beaucoup. On apprend un plan pour la dissertation et on nous enseigne thèse, antithèse, synthèse, ou introduction, développement et conclusion. Alors, par rapport à une communication journalistique, qui se veut efficace, qui se veut pertinente, qui souhaite amener les gens tout de suite à l'essentiel, cette manière de construire un plan est à proscrire. Donc, oubliez, par rapport à l'écriture journalistique, oubliez ces plans qui vous ont été enseignés à l'école. Il faut donc se déshabituer du modèle dissertation. Et voilà, je vous proposerai quelques plans qui vont peut-être pouvoir vous aider à bien rédiger un article. Ce qu'il importe aussi, en tant que deuxième remarque préalable, ce qu'il importe aussi d'avoir à l'esprit, c'est que chaque partie est un tout. Ça, c'est important à garder à l'esprit. C'est la faute classique du rédacteur qui n'a pas fait de plan, de revenir au 5e paragraphe sur un thème qu'il a traité au 2e. Il embrouille le lecteur et il nuit à la lecture de son papier. Il nuit à la lecture de son article. De plus, le fait de faire son plan permet au moment de la rédaction d'éviter tout développement hors sujet. 3e remarque préalable, avant de vous proposer quelques plans, il importe aussi de soigner les enchaînements. Vous savez, c'est Ignacio Ramonet, célèbre rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui disait « s'informer fatigue ». C'est une fameuse citation que j'ai retenue. Et c'est vrai que lire un article, quoi qu'on en dise, ça fatigue, ça demande de l'énergie. Donc, si on arrive à bien soigner l'écriture, à bien soigner les enchaînements, cela fait que, en même temps que le lecteur s'informe, il se distrait, il découvre peut-être des jeux de mots, il découvre des associations originales qui sont faites, et ça fait qu'il est tenu en haleine, qu'il voit son intérêt être relancé et qu'il est petit à petit emmené à suivre et à lire l'intégralité du papier au travers de toutes les étapes de sa rédaction. Donc il faut à la fois éviter de sauter du coq à l'âne, puis en même temps trouver des manières de relancer l'intérêt du lecteur au début des nouveaux paragraphes, au travers d'une citation forte, au travers d'une anecdote bien choisie, au travers aussi parfois d'intertitres, on le verra dans une autre émission, d'intertitres qui sont particulièrement stimulants et intéressants. Alors voici maintenant les différents plans que je vous propose. Le premier plan, c'est le plan qu'on appelle pyramide inversée. Alors le plan pyramide inversée, c'est un peu le plan de base du journalisme. Il s'applique d'abord à l'information événementielle et sert de plan de référence aux dépêches que vous recevez d'agences de presse. Il correspond aux éléments que nous avons mis en avant jusqu'ici, aller droit au but, l'essentiel de l'information est mis tout en haut de la dépêche. Ensuite vient une sorte de hiérarchisation par paragraphe de ce qui est de moins en moins important. Donc vous vous retrouvez en finale avec un dernier paragraphe qui pourrait être sans autre difficulté omis pour la compréhension de la portée de l'événement dont il est question. Ce plan fait cela donc par ordre décroissant au niveau des paragraphes, décroissant par rapport à l'intérêt, et puis le rédacteur aura donc pris soin de déterminer à chaque étape, lors de la rédaction de chacun des paragraphes, l'importance de chacun de ceux-ci, l'importance qu'il accorde à l'information qui est délivrée, qui est développée dans ce paragraphe-là. Pour le lecteur pressé, l'avantage est qu'il fait tout de suite la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et pour les journaux, ce qui est toujours très intéressant lorsqu'on reçoit une dépêche, c'est que
normalement, si elle est bien construite, on peut reprendre le premier paragraphe et on a quelque part une brève qui distille l'essentiel de l'information. Si on a davantage de place dans le journal, on peut peut-être reprendre les 2 premiers paragraphes et laisser tomber ceux qui suivent. Si on a davantage de place encore, on peut intégrer petit à petit les paragraphes et on peut toujours, si on a des problèmes de place, voilà, se dire on laisse tomber le dernier paragraphe et on a toujours à disposition l'essentiel de l'information qui est transmise à nos lecteurs. Alors voilà, le plan de base, pyramide inversée, c'est vrai que c'est un plan très classique, que l'on utilise beaucoup en journalisme. Il a un côté rigide et répétitif. C'est vrai que ce n'est pas extraordinairement saillant et attractif, mais il a au moins pour lui une efficacité tout à fait pertinente, tout à fait forte. Et c'est aussi comme cela que sont rédigés la plupart des communiqués de presse qui sont transmis aux différents médias ou aux agences de presse qui vont peut-être le relayer. Deuxième type de plan, le plan analytique. Le plan analytique, lui, il s'intéresse aux faits. L'article commence donc par une présentation des faits liés à un événement. Il décrit ensuite le contexte ou les causes, puis il développe les conséquences. Donc on a, dans un premier temps, quelque chose de très factuel, puis on a après une explication qui est donnée sur le contexte et les causes, puis en finale, on a, dernier paragraphe ou dernière partie de l'article, on a les conséquences qu'entraîne tel événement sur telle ou telle situation donnée. Donc c'est un peu un plan qui s'inspire d'un exposé historique qui est construit d'abord autour des causes d'un événement, puis des faits le concernant, enfin sur les conséquences qu'il entraîne. Le plan analytique, il a pour avantage d'être très logique et il permet de faire le tour d'une question sans embrouiller le lecteur. Donc deuxième plan, le plan analytique. Troisième plan, le plan démonstratif. Le plan démonstratif convient bien pour un article d'analyse, une enquête, un commentaire. Il s'agit d'énoncer le message essentiel, les conclusions de son analyse ou de son enquête, puis d'étayer la démonstration par une succession d'arguments appuyés sur des faits. Il importe là de veiller tout particulièrement à l'enchaînement logique des différents arguments qui devront être hiérarchisés par ordre d'importance décroissante. Le plan démonstratif. Je propose maintenant, quatrième plan, le plan chronologique. Pour décrire un événement ou raconter un fait divers ou faire le récit d'une affaire, on peut enchaîner les faits de manière chronologique. La difficulté, c'est que l'on contrevient là à la règle quoi de neuf. Alors une manière quelque part de remédier à cela, c'est de mettre en tête d'article ce qui est neuf. Ce qui est intervenu de nouveau, et puis après de faire, comme on le voit parfois dans certains films, une sorte de flashback qui nous permet de re-raconter l'intégralité de l'histoire, de la personne, de ce qui lui est arrivé ou de la société, et finalement d'arriver en finale à l'événement avec lequel on a commencé. Cinquième plan proposé, le plan scénario. Le plan scénario convient bien pour un récit, un reportage, article historique ou un portrait. Et à la manière d'un film ou d'une pièce de théâtre, d'un roman ou d'un documentaire, il s'agit de construire une histoire autour d'une image dominante ou d'un personnage central. On peut montrer le décor, introduire les personnages, faire dérouler les faits. Et l'auteur a toute liberté pour bâtir son scénario. Il importe alors que le papier, que l'article, soit fluide et les enchaînements évidents. Alors, je vous ai proposé là un petit exemple de plan pour les articles. C'est celui d'une pyramide inversée. C'est un article que j'ai retrouvé, que j'ai dû rédiger, peut-être avec d'autres, je ne me rappelle plus trop de l'historique de la rédaction de ce papier. C'était une prise de position, un communiqué de presse qui avait été publié par la Fédération d'Églises pour laquelle je travaille et qui, à un moment donné, protestait contre les violations de la liberté religieuse des chrétiens en Algérie.
Et si vous regardez d'un peu près, ce sera aussi dans le PDF que vous avez téléchargé. Vous pouvez voir cette construction en pyramide inversée. Prenez un petit moment pour le lire et pour voir un petit peu comment est-ce que, si vous n'êtes pas très familier avec cette construction-là, comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour des rédactions qui seraient vôtres. Voilà, je vous propose quelques instants maintenant d'interruption, puis nous reprenons pour conclure au final cette première présentation. Vous vous en rappelez, les caractéristiques de l'écriture journalistique, elles sont diverses. J'en ai jusqu'ici dégagé 5. Je vous en propose une 6e. L'écriture journalistique vise la simplicité et la brièveté. Tout d'abord, la simplicité. Simplicité au niveau du vocabulaire. L'œil peut lire aisément une phrase si le cerveau reconnaît d'emblée chacun des mots qui la composent. Si vous vous observez un peu dans votre processus de lecture, vous vous rendrez compte de cela. S'il n'y a pas cette reconnaissance, le cerveau trébuche et il faut relire, reprendre la lecture, ou bien alors le lecteur, découragé, passe son chemin. Donc, lorsqu'on lit un journal, lorsqu'on lit un article donné, on n'est pas censé avoir un dictionnaire dans sa poche pour prendre connaissance de l'information qui est distillée. On estime d'ordinaire que le lecteur d'un journal populaire dispose d'environ 1500 mots. Celui d'un quotidien comme Le Temps, que j'ai là, de 3500 mots. Donc, il est important dans ce contexte-là d'avoir connaissance du public auquel on s'adresse et le choix du vocabulaire doit être adapté à son lectorat. Et c'est là vraiment une nécessité pour tout collaborateur d'une publication donnée. Pour bien communiquer par l'écrit, il faut avoir aussi conscience d'un paramètre important en matière de lecture d'un texte. Selon les recherches des spécialistes, le cerveau lit en une photographie des mots jusqu'à 10 signes. Les mots plus longs, ils ont besoin de 2 prises de vue. Donc, finalement, ce qui s'impose pour tout journaliste, pour tout rédacteur de texte, afin de faciliter l'exercice de lecture, c'est de prendre des mots qui soient courts, qui soient ramassés. Et c'est vrai que c'est parfois frustrant, on a des mots magnifiques qui viennent sous notre plume ou sous notre clavier et qu'on aimerait partager aux lecteurs, on aimerait leur montrer qu'on dispose d'un champ lexical assez large. Parfois, lorsqu'il y a 2 mots qui sont là devant nous, qu'on a à l'esprit, vaut mieux choisir le plus court, le plus simple, le plus adapté à notre public pour vraiment lui permettre de comprendre le plus facilement possible ce dont il est question. On a parlé de simplicité, de brièveté du vocabulaire. 2e élément au niveau de cette simplicité, de cette brièveté du journaliste, la simplicité du style. Les tests de lisibilité autour de la phrase ont conduit à 2 résultats majeurs qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on écrit pour communiquer. Le fait que la première partie de la phrase est mieux mémorisée que la seconde. Donc là, c'est assez intéressant à mettre en avant. Et souvent, en français, les gens qui font de la littérature ont tendance à écrire des grandes subordonnées et puis avoir après peut-être un bout d'information importante qui vient après la virgule. Là, du point de vue journalistique, c'est vrai que c'est peut-être un style à abandonner, auquel il faut en tout cas peut-être tempérer ses propres velléités. Il faut plutôt commencer une phrase par le sujet, mettre le verbe ensuite et le complément. Cette simplicité un peu frustrante pour les gens qui sont passionnés de littérature, mais c'est en fait vous permettre d'être efficace au niveau de votre communication, donc sujet, verbe, complément. Par ailleurs, 2e élément en lien avec la simplicité du style, la capacité de mémorisation est en général de 12 mots pour un lecteur moyen. Donc, si vous avez des phrases qui sont interminables, qui font 4 ou 5 lignes, vous devez juste vous dire que, à la 3e ligne et demie, peut-être que
le lecteur ne se rappellera plus de ce qui a précédé. Donc il importe quelque part d'essayer de garder cette simplicité au niveau des phrases et finalement de garder ce qu'on estime une moyenne, 12 mots pour constituer, pour écrire sa phrase. Une phrase trop longue assortie de propositions circonstancielles en cascade ne se lit pas facilement et ne se comprend pas non plus très facilement. Lorsqu'on a tendance à écrire long, il faut essayer de couper en 2 ou 3 une phrase trop longue. J'ai travaillé pas mal comme secrétaire de rédaction et c'est vrai que c'est parfois très simple de morceler ces longues tirades et voilà, de dynamiser aussi ainsi le texte qui est proposé par un journaliste. Voilà, dernier élément que je vous propose maintenant, c'est un exercice pratique de rédaction d'une brève, donc d'une nouvelle brève, en lien avec un compte-rendu de police qui concerne Monsieur Gilles Dubois. Juste avant de vous quitter, de vous remercier de votre attention, je tiens juste à mentionner le livre duquel je m'inspire énormément. C'est un livre d'Yves Agnès de l'École supérieure de journalisme de Lille, Manuel de journalisme, l'écrit et le numérique. Et c'est vraiment un livre de référence. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas. Il renferme toute une série d'informations importantes auxquelles on peut se référer, même si on a déjà pas mal d'années de journalisme derrière soi. Voilà, merci beaucoup de votre attention, merci de votre intérêt. Et puis je vous convie à revenir, à suivre la prochaine de ces émissions qui continuera à s'intéresser à l'écriture journalistique avec une focalisation sur la presse écrite. Merci beaucoup de votre intérêt. Au revoir et à bientôt.